Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Depuis l'annonce de sa parution, puis sa parution effective en milieu de semaine aux éditions Fayard, on peut dire que le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, traitant de la maltraitance des personnes âgées dans certains EHPAD gérés par le groupe Orpea, a fait l'effet d'une petite bombe. D'abord du côté de l'entreprise elle-même, celle qui vient d'être mise en cause, Orpea. Orpea, groupe international implanté dans 23 pays, employant 68 000 personnes et accueillant 111 000 résidents, comme on dit dans le milieu, répartis dans 1114 établissements et revendiquant sur sa page net pour l'année 2020 un chiffre d'affaires de 3 922 millions d'euros. Parce que, première incongruité, Orpea, comme Corian d'ailleurs, autre géant dans le monde des maisons de retraite et autres EHPAD, Orpea donc est une entreprise mondiale cotée en bourse avec des actionnaires à rémunérer, et cela depuis 1989, alors que la plupart des autres entreprises et établissements qui font l'accueil de cette partie de la population est assurée par des établissements gérés par des associations à but non lucratif. Mais avec Orpea, le but est, lui, lucratif. Il faut faire du chiffre d'affaires, du bénéfice. En juin d'ailleurs, et le livre de Victor Castanet en fait une démonstration plutôt implacable sur les deux leviers qui dans toute entreprise capitaliste sont mis en branle dès lors que l'on veut réduire les coûts de production, la masse salariale et les fournitures. Cela donne chez Orpea des équipes de soignants constituées à minima qui engendrent évidemment de la dégradation de conditions de travail, mais aussi des économies sur la nourriture, les fournitures hygiéniques et un rationnement des soins, mais aussi des petites techniques financières et comptables pour pomper l'argent public. Victor Castanet, toujours lui, en donne quelques exemples, comme celle qui consiste à demander aux fournisseurs de gonfler les prix de certains produits ou matériels médicaux. Le groupe Orpea empochant les remboursements de l'assurance maladie et des conseils départementaux sur la base de ces prix gonflés, les fournisseurs qui plus est, rétrocédant à Orpea une partie de ces surfacturations. Pratique déjà dénoncée en 2014 par l'ancien ministre de la Santé, Claude Évin, alors directeur général de l'Agence régionale de la santé de l'Île-de-France. Situation qui avait également donné lieu à des enquêtes au vitriol de magazines télévisuels comme Pièces à conviction ou Envoyé spécial en 2018. Alors pourquoi cet effarement du côté du gouvernement? Par exemple sur France Inter, mercredi matin, puis à l'Assemblée nationale, mercredi après-midi, Brigitte Bourguignon, ancienne ministre PS de François Hollande et actuelle ministre LREM chargée de l'autonomie et de la dépendance dans le gouvernement Macron, n'en croit pas ses yeux. Derrière tout cela, réalise-t-elle soudain effarée au micro de France Inter, ce qui est dénoncé, c'est un système entier et c'est ça que je veux connaître et que je veux savoir. Fin de citation. On ne saurait lui conseiller à cette brave dame d'étudier les différents rapports qui, depuis une quinzaine d'années, dénoncent ces pratiques. Et puis, j'espère qu'elle a eu le temps, Brigitte Bourguignon, cette semaine, de lire Le Canard enchaîné qui est sorti mercredi. On y apprend que prévenu fin juin de la prochaine publication de cette enquête journalistique par son auteur lui-même, qui voulait ainsi recueillir ses premières réactions, Yves Lamanne, le PDG d'Orpea, qui a été débarqué de son poste dans la semaine, avait néanmoins eu le temps fin juillet de vendre
revendre la totalité de ses actions Orpea pour la coquette somme de 558 000 euros. Au moment de cette vente, le titre Orpea valait 107,80 euros. Depuis la sortie du livre de Victor Castanet, elle n'est plus cotée qu'à 38 euros. En voilà un qui aura eu du nez, qui a fait des provisions pour l'hiver, et on ne pourra pas lui reprocher de ne pas savoir gérer ses petites affaires. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé ce soir par Paul Benaïm. Et après une semaine de repos imposé par un virus mal intentionné, retour aux choses importantes. Ce soir, on parle d'albums qui sortent, de projets qui se montent, de groupes de pop et d'artistes chansons. L'album qui sort, c'est Cette taille de Kevin Collin et les Crazy Antonin. On en parle avec Kevin Collin et Valentin Cambou, respectivement guitariste et chanteur de ce groupe pour le premier, et puis bassiste et guitariste pour le deuxième. Ce groupe de pop inventif qui pratique un sens de l'absurde assez assumé. Et le projet qui se monte, c'est le nouveau trio d'Alice Bénard, qui est également avec nous dans ce petit studio kitchenette implanté en plein milieu de la fac de sciences ici à Toulouse, Université Paul Sabatier. Et puis en fin d'émission, notre bon professeur Thibaut nous parlera du prochain Extrême Cinéma, festival foutraque et érudit de cinéphilie décalée, qui déroulera sa programmation extravagante du 18 au 26 février prochain. Mais pour commencer cette émission, on écoute tout de suite une version d'Avec le temps, interprétée en juin 2019 à la Salle Nougaro par Françoise Guerlain à l'occasion du spectacle Grazia Mille Léo, consacré au répertoire de Léo Ferré, histoire de revenir sur la mort il y a 15 jours de la chanteuse donc Françoise Guerlain, mort brutale, c'est souvent le cas et assez inattendu. Françoise Guerlain était une touche-à-tout chanteuse de jazz du Mandala à Hong Kong, où elle allait jouer très souvent la chanteuse de jazz version Gilda dans un hôtel implanté en plein centre de Hong Kong, mais chanteuse également au sein de troupes mêlant théâtre et chanson. Ces spectacles s'appelaient Rue de la Sardine, coécrit avec Éric Larraine, ou l'Opéra du Pauvre de Léo Ferré. On l'a vu aussi revisiter le répertoire de Boris Vian dans son dernier spectacle du Vian dans le crâne, et également interpréter le répertoire de Nougaro au sein des Voix mêlées. On l'a connue aussi comme improvisatrice assez aérienne dans Tribal Voix. Françoise Guerlain a été tout ça et sans doute plus encore, une musicienne férue de littérature anglo-saxonne, une chanteuse flamboyante, une amie plutôt pétillante. Françoise est morte dans la nuit du 21 au 22 janvier, mais nous continuerons à l'écouter, notamment dans cette émission dans les semaines qui viennent. Tout de suite, Françoise Guerlain, Avec le temps, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça taille une de ces gueules
à la galerie je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va, toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vin et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Oui, toujours à l'écoute de Campus FM, c'est Caramel Mou. Et puis, dernier détail sur ce morceau de Françoise Guerlain, c'est Jean-Luc Amestoy qui joue de l'accordéon derrière la voix de Françoise. Allez, on va changer un peu d'univers pour en découvrir un peu plus foutra que celui-là. C'est celui de Kevin Collin et des Crazy Antonin, groupe connu sur Toulouse, j'allais dire depuis 4-5 ans, c'est à peu près ça, Kevin Collin. Salut, ouais, je dirais, ouais, depuis, on est actif même un peu plus, hein, Ouais. On est actif depuis 2015 à peu près. Ouais, c'est ça, donc ça fait 7 ans, c'est l'âge de raison, Voilà. c'est au bout de 7 ans qu'on prend des choix définitifs. Voilà. Donc vous nous direz d'ici la fin de cette interview quel choix définitif vous avez pris. En attendant, on va essayer de un peu mieux vous connaître à l'occasion donc de la sortie de ce nouvel album dont nous écouterons 2 morceaux pendant l'entretien qui va suivre. C'est né de quoi ce groupe Kevin, en sachant aussi que Valentin est juste à côté et pourra rajouter les informations qu'il jugera nécessaires. Ouais, il me regarde. En fait, à la base, je suis arrivé à Toulouse. Et j'ai voulu faire de la musique. Donc vous êtes arrivé de Rodez, on va le dire quand même comme ça. Oui, Bon, oui, je suis parti faire les études à Paris, puis je suis rentré dans le sud. C'est beaucoup plus sympa le sud. Hein. Ah ouais, il fait nettement plus soleil, paraît-il. Voilà, les loyers sont moins chers et tout ça. Mais en tout cas, je suis arrivé ici et je connaissais Antonin Dupetit, avec qui j'avais fait de la musique déjà par le passé. Et le frère aussi de la personne avec qui je faisais de la musique, qui s'appelle Pablo, et les deux s'appellent Antonin. Et je faisais des chansons tout seul et ils ont dit vas-y, on prend tes chansons, on les fait ensemble. Du coup, ça s'appellera Kevin Collin et les Crazy Antonin. Et puis en fait, on a commencé à faire ça. On a fait des répétitions, on a loué un studio. Mais on n'était pas du tout assez fort pour faire de la musique tous les trois. Enfin, ça marchait pas trop.
Du coup, on a repris d'abord des chansons de Noël. Et ça, c'est avant les 7 ans. Hein. C'est c'est en 2012, quoi. Et entre 2012 et 2015, on a fait des reprises de Noël, mais un peu à notre sauce. Puis d'année en année, c'est devenu une histoire interactive. Et on a fait appel à des copains. Et dans le lot, il y avait Valentin qui nous a aidés à faire pas mal de chansons du dernier calendrier de l'Avent, parce que ça se présentait sous cette forme. Voilà, c'était un épisode par jour ou une chanson par jour. Et puis finalement, une fois qu'on a fini ça, la 3e année, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait là ? Et on s'est dit la prochaine échéance, c'est... Oui, surtout que commercialement, un calendrier de l'Avent, c'est bon, mais que pendant un mois. Voilà, c'est ça. Et la prochaine échéance commerciale, c'était la Saint-Valentin. Du coup, on a décidé de faire un disque de slow. Oui, voilà. Mais c'était quoi vos études au départ ? C'était dans le commerce, c'était une école de commerce. Bah écoute, bon, oui, un petit peu. Mais... Non, on nous a souvent charrié en disant qu'on était un groupe de prestations au début. Ouais. Parce que comme on n'avait pas envie de faire un style en particulier, on a exploré plein d'univers. On a fait un EP de slow, mais on a fait un album de rap, on a fait de la techno, des choses comme ça. Et en fait, au départ, vu qu'on était 5 ou 6, ça dépendait, des fois 7. Enfin, chacun venait avec une chanson, on l'enregistrait ensemble, puis on se donnait des coups de main. Et c'était comme ça qu'on faisait au départ. Et puis, depuis 2015, on a commencé à travailler, à intégrer une batterie, parce qu'il n'y avait pas de batterie au départ. Et du coup, à devenir un groupe un peu plus classique. Et c'est à ce moment-là que le groupe, au départ, c'était un peu une blague, quoi. Même le nom, c'est une blague. Et puis, en fait, avec les copains qui font de la musique et tout, on a commencé à faire... les albums qu'on fait maintenant. Voilà, et c'est vrai que depuis 5-6 ans, c'est parti d'un petit circuit underground à Toulouse, et on parle de vous de plus en plus, et toujours avec ce côté un peu arty, c'est sans doute pas pour des prunes, que le dernier concert qu'on a pu voir de vous s'est passé aux Beaux-Arts en septembre, et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu foutraque, un peu décalé, qui fait que vous êtes suivi par un public assez fourni, mais surtout très fidèle. Ben écoute, ça, j'ai un peu du mal à en parler. Quand même, dans les concerts, on doit toujours voir les mêmes têtes, à peu près. On voit, oui, on a quand même quelques copains, copines qui viennent nous voir régulièrement, effectivement. Mais ça vient peut-être du fait, maintenant que j'y pense, tu me diras, enfin, si tu vois des trucs, n'hésite pas. Mais on fait partie du collectif Métier à tisser, qui regroupe plein d'artistes toulousains. Il y a de la musique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'illustration. Il y a du graphisme, il y a des choses comme ça. Ouais. Et effectivement, par cet intermédiaire-là, il y a souvent des gens du collectif Métier à tisser qui viennent à nos concerts. Voilà. Mais on doit être une vingtaine du collectif Métier à tisser à peu près sur Toulouse. Ouais. Voilà. C'est vrai que 20, ça remplit pas des salles, alors que par exemple sur les Beaux-Arts, il a fallu qu'on insiste beaucoup pour qu'on nous laisse passer, parce que tout le monde disait non, il n'y a plus personne. C'était encore avec un petit confinement de la jauge. Il a fallu insister pour pouvoir rentrer. On va écouter peut-être tout de suite un premier morceau, et on parlera un peu de cette espèce de télescopage dont vous disiez juste à l'instant, que chacun arrivait avec des morceaux et qu'il y avait eu des tendances un peu techno, un peu rock, un peu slow, un peu tout ça. C'est vrai qu'il y a un télescopage dans vos compositions qui n'est pas sans rappeler certains éléments de la musique prog des années 70. Vous nous direz après ce qu'il en est de ces influences. On va écouter tout de suite un premier morceau, Cheval, et on se retrouve juste après, donc avec Kevin Collin et les Crazy Antonin. Un film, 2 films, 3 films.
je regarde en reste avec moi. Pas pour le film. Un film, 3 films, 4 films, 5 films. Avec popcorn sucré, salé, t'en veux ou pas. Je mange du popcorn pendant la séance. Sucré, salé, le film. Je mange du popcorn avec ou sans toi. Sucré, salé, salé, sucré, le film. Reste avec moi. Ça va faire du bruit. Crunch, crunch, miam, miam. Crunch, crunch, miam, miam, elle se chante un film. 2 films, 3 films, 4 films, 5 films. Voilà, Kevin Collin et les Crazy Antonin. Et contrairement à ce que j'ai pu dire en début de morceau, c'est pas Cheval qu'on a entendu, c'est Film. D'ailleurs, ça risque d'être le générique des chroniques de notre bon professeur Thibaut, tant l'esprit foutraque de ce morceau correspond un peu à l'esprit foutraque de ses chroniques. On parlait pendant ce morceau un peu de vos influences. C'est vrai que je disais qu'il y avait quand même des sonorités qui rappelaient un peu le rock progressif des années 70, avec un petit côté foutraque que l'on pouvait retrouver dans le groupe Au Bonheur des Dames, là aussi au début des années 80. C'est quelque chose d'assumer, ce côté foutraque et ce côté parodique, Valentin, ou pas? Ben c'est clairement assumé, c'est même pas parodique, je dirais même. On est plutôt on nous demande souvent si on est là pour blaguer et tout, mais en fait on essaie d'être authentique, donc si on nous voit faire les fous sur scène, c'est juste qu'on s'amuse entre nous. Vous êtes fous dans la vie, quoi. Et voilà, le groupe c'est un collectif de copains qui a toujours prôné la copinerie, quoi. Et du coup il a, comme disait Kevin, ça a beaucoup bougé depuis le début. Il y a eu pas mal de membres qui ont changé. Et, enfin, pas mal. Pas énormément, mais ça a bougé. Et là, maintenant, c'est devenu un collectif où même, notamment notre ingé son, prend part à la création. Donc, l'ingé son qui est Maël Lafay. Oui, ouais. Le même qui officie sur Boost 3000. Voilà, c'est ça. C'est un bon copain qui nous suit sur nos projets. Voilà, puisque Kevin Collin, vous êtes aussi dans Boost 3000, qu'on avait reçu en début de saison pour un concert à la radio avec l'ensemble du groupe. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai ce que tu dis. On a été enregistré. Il manquait des choses pour la fin de l'album. On a été enregistré vers Carbone, dans un endroit qui s'appelle la SCI Casse-Tête Solutions. Joli titre pour un studio. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui est venue nous aider à faire les morceaux, finalement, s'est retrouvée même à chanter, à faire des instruments, à être même sur la pochette de l'album, finalement. Voilà. Et c'est vrai que cet album, donc cette taille qu'il s'appelle, avec des flèches à droite et à gauche pour indiquer effectivement que c'est une mesure qui était en train de s'effectuer, c'est un ensemble de morceaux un peu longs comme celui que l'on vient d'écouter, et plein de petites vignettes de 30 secondes, 1 minute 30, qui donnent un peu le rythme aussi de l'album. C'est conçu comme ça, cet album? Ou c'est vraiment le hasard qui veut qu'il y ait un morceau de 4 minutes avec une vignette d'une 30 et puis ça repart sur un autre morceau?
C'est un peu un mélange des deux, j'ai envie de dire. Enfin, parce que c'est un hasard, parce que au départ on avait 4 morceaux qui étaient plutôt longs, et on s'est dit oui, il faudrait qu'on fasse un EP. Puis en fait on s'est dit non, on va essayer de se retrouver, d'enregistrer des choses. Et il y a d'autres chansons qui sont apparues. Et forcément les 4 morceaux qu'on avait, c'est donc Cheval, Bushcraft, Film et Niais du Nez. C'est ceux qui sont le plus repérés en termes. Enfin, les autres, on les a fait beaucoup plus rapidement. En fait, on a passé beaucoup moins de temps à les mixer. Mais aussi, c'était une volonté d'appeler cet album Cette Taille et de faire des morceaux de toutes les durées, ou de faire un EP ou un LP. Enfin, on comprend pas trop ça, j'ai l'impression. Faut dire qu'on a mis du temps à faire l'album aussi. Donc les 4 premiers morceaux, on les a fait il y a peut-être 2 ans. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé par beaucoup d'états, par beaucoup d'influences. Et il paraît qu'il y a eu un confinement. Il y a eu un confinement aussi. Et puis on s'est retrouvés, on a eu envie de faire d'autres choses. On s'est dit qu'on voulait faire un objet un peu plus complet. Un peu dans le speed, comme on aime bien faire aussi. Du coup, on a rajouté des choses et on s'est dit qu'on n'avait pas d'attache au format, en tout cas, d'avoir que des morceaux longs ou pas. Et on avait envie de mettre un peu les blagues avec lesquelles on avait vécu pendant ce temps-là aussi, quoi. Et le fait d'associer ces morceaux longs à ces petites vignettes assez courtes, cette idée de rythme dans l'écoute pour l'auditeur, c'est quelque chose qui est pensé ou pas du tout? Alors, quand ça s'est fait, non, parce qu'on était on voulait juste faire des morceaux. Je sais pas, toi, quelle importance tu as accordé à la tracklist et tout ça, Valentin, mais il me semble quand même qu'il y a un moment où, notamment quand on faisait quand il y avait l'étape du mastering que je faisais avec Vadim Pigounides, qui nous a fait le mastering de cet album, on se disait vraiment qu'il y avait une sorte de voyage, que l'album, en fait, c'était pas prévu comme ça au départ, mais finalement ça ressemblait effectivement à un album un peu concept. Toi qui parlais de jazz progressif, voilà, ou de rock progressif, c'était un peu le système aussi des disques de l'époque. Oui. Et finalement, dans la diversité des sons et tout, on se disait que c'était, dans l'incohérence du truc, c'était peut-être un peu cohérent. Je sais pas comment. Enfin voilà. Oui, si je réponds à ta question. Ce que je disais en début pour qualifier un peu votre esthétique de foutraque, et c'est vrai que y a cet esprit-là qui suit tout cet album, qui sert de ligne conductrice, enfin au moins du point de vue de l'auditeur, qui sert de ligne conductrice à cet album. Cet esprit, ça part dans tous les sens. On vous propose ça, mais ne vous attendez pas à ce que ça continue comme ça. On part sur une autre piste. Et c'est vrai qu'il y a l'assemblage de ces morceaux qui fait que effectivement ça perd jamais le rythme et ça part dans toutes les directions. Et c'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est aussi la philosophie du groupe, partir dans plein de directions. Ouais. Valentin. On est nombreux, on est voilà, on est nombreux, donc on a plein de choses à dire tous, donc du coup ça donne un truc qui part dans tous les sens forcément, et on est aussi à l'aise entre nous avec ça, quoi. Ouais, et tu verrais quand on se retrouve pour faire un morceau, c'est vraiment en mode atelier d'écriture. Chacun arrive. Bon, musicalement, c'est un peu différent, mais pour les textes en tout cas, enfin même pour la musique en fait, mais chacun arrive avec des petits bouts qu'on essaie de caler. On se retrouve, on fait des répétitions, et puis à un moment, il faut arriver à caler un break à la demi-mesure. Enfin, je sais pas, ils ont des termes techniques hyper compliqués. Qui ne sont pas les tiens. Et puis quand on fait des textes aussi, ça. On fait vraiment des ateliers d'écriture pour le coup. Il y a un des morceaux, on a dit tiens, le thème c'est bushcraft, enfin c'est la forêt quoi. Et chacun y allait. Il y avait des poèmes avec des rimes A B, enfin tu sais, il y avait des expressions libres, des alexandrins, et on a essayé de tout mettre ensemble, quitte à tout casser pour reconstruire un texte. Ce qui donne là aussi une impression très dadaïste dans les textes qu'on peut écouter. Ouais. Et puis quand on voit la façon dont vous les écrivez, on comprend le côté dada dans cette histoire-là. Des textes qui ont quand même besoin d'être écoutés plusieurs fois, mais effectivement ils ne veulent pas dire grand-chose, mais il y a quand même des choses qui transparaissent sur ces chansons-là, sur l'absurdité du monde en particulier. Et oui, attention, c'est pas parce qu'on fait des ateliers d'écriture et qu'il y a du hasard et que les phrases elles tombent bien comme ça qu'on les lit pas et qu'on les garde pas et qu'on les écoute pas et qu'on essaie pas de les analyser. Ouais, ils veulent dire des trucs. Et c'est vrai que l'absurdité du monde, elle est présente dans vos textes.
Bah ouais, hein. Là, franchement, il n'y a qu'à regarder. Hein. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Pour vous, l'album est sorti, donc c'était mi-décembre par là, fin décembre. Bon, évidemment, la situation étant ce qu'elle est, pour le moment, les concerts ne sont pas nombreux, je suppose. Pour vous, la suite, c'est quoi? Surtout que vous êtes quand même, la plupart d'entre vous, sur de nombreux projets que vous essayez de mener de concerts. La période, là, déjà, elle est vraiment dure. Ah ben oui. Du coup, ce qui fait que, déjà, prévoir un concert, c'est quelque chose. Mais alors, prévoir un concert pour 5 plus un technicien, c'est encore plus compliqué. Du coup, là, on s'est dit qu'on avait besoin de... Enfin, on va attendre clairement que ça se tasse un peu, là. Et on a dit que là, on allait se retrouver à la fin de l'été pour essayer de composer des nouvelles choses et puis repartir d'un clean sheet. Parce que, on revient à zéro, je veux dire. Ouais. Parce que le truc, c'est qu'on avait passé 2 ans à tourner en ayant déjà la plupart des morceaux qui étaient là. On a essayé... On devait présenter l'album, faire un concert, et on voulait travailler un concert, mais tout a été annulé. On s'est dit, bon... On va voir, on attend la fin de l'été, on verra. On va avoir des concerts peut-être pendant l'été qui vont se décider là, mais pour l'instant, on voit à l'été. Cet album, il est disponible sur le net, il est disponible aussi en physique? Pas encore. Pas encore? Ouais, ça devrait venir. Ça devrait venir en CD, ouais. Bon, ouais. Ben voilà, donc il suffit d'aller sur le site des Crazy Antonin, Kevin Collin et les Crazy Antonin, on peut se le procurer à cet endroit-là. Ouais, mais même sur YouTube, sur toutes les plateformes, ouais. Même celles qui sont pas du tout sympas avec les artistes comme Spotify. Oui, vous voulez dire qu'ils sont pas sympas, qu'ils rémunèrent pas du tout les artistes. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Là aussi, faudra qu'un jour on en parle, mais le capitalisme est partout. Même dans l'industrie de la musique, j'avais un prof d'économie qui avait l'habitude de nous dire, dans l'industrie de la musique, le mot important, c'est industrie. Voilà, donc, et il était assez visionnaire. Les Crazy Antonin, on va vous souhaiter bon vent avec cet album, cette taille qu'on ne saurait conseiller, largement conseillé par la maison en tout cas, et je le redis avec cet esprit assez foutraque. Et même si vous êtes des musiciens techniques, je veux dire, il y a ce côté aussi fait à la maison qui est assez réjouissant et qui donne vraiment la pêche quand on écoute votre musique. Bah tant mieux, parce que c'est pas toujours évident de tout faire tout seul. Ouais, parce que là on a parlé de la création des morceaux et tout, mais genre, Valentin il peut en parler mieux que moi. Il a mixé pas mal de morceaux du disque, et genre effectivement, moi le mixage j'y ai pas du tout touché, mais on a tout fait, de l'enregistrement au mixage, le master c'est un copain qui l'a fait, etc. Valentin, le mixage, ça a été quoi les difficultés? Il y a par exemple des coupes dans les morceaux pour essayer de les assembler, ou c'est des morceaux qui ont été joués d'un seul tenant sans qu'il y ait un travail de post-production? Bah ça dépend, il y a plein de morceaux différents, mais pour ce qui est des morceaux vraiment avec un instrumentarium on va dire rock, il n'y a pas eu beaucoup de découpes ou quoi, c'est surtout, on a fait pas mal de prises live, mais ce qui a été embêtant, c'est qu'on a fait différentes prises dans différents moments, dans différents endroits, donc c'était assez challenge, c'était un bon challenge quand même de mixer des choses qui étaient pas enregistrées du tout dans les mêmes conditions. Donc, qui n'avaient pas les mêmes sonorités de départ. Ouais, et pour maintenir la cohérence de l'ensemble, là, il y a eu du travail de mixage. Là, on s'est un peu tiré les cheveux des fois, ouais. Bon, voilà, Kevin Collin et les Crazy Antonin étaient de passage dans Caramel Mou. On va en écouter un deuxième morceau de cet album, Nier du nez. Ah, dernière chose, c'est quoi ce live à Rieux-Volvestre? le live au Volvestre. Ah mais live au Volvestre, parce qu'on a l'impression qu'il y a l'album et après il y a des bonus. Je me dis déjà avec le peu d'histoire qu'ils ont, ils en sont déjà à des bonus, et dans les bonus il y a ce live Volvestre qui est absolument rigolo, jouissif, formidable. Eh ben écoute, alors pour faire vite, au Volvestre, c'est là où on a enregistré l'album, on a finalisé l'album. Oui, parce qu'on a enregistré à la Mamie, qui est un autre lieu de l'enregistrement toulousain. Pourquoi c'était
Ça se passait dans le Volvestre et on a fait plein de prises, dont ce morceau qui a été composé à cet endroit-là. Et vu que les habitants du lieu étaient là aussi pour participer à faire des chœurs avec nous, on s'est dit qu'en fait c'était devenu une version. D'accord. Voilà, et puis. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. On a, et puis aussi, c'est quelque chose quand même. Normalement, c'est une partie de morceaux dans un live. Moi, je trouve que c'est cool qu'on ait juste gardé ça. Hein, c'est un truc a cappella qui est chanté par. C'est un wow, 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 yeah! Et on avait juste envie de chanter ça, on n'avait pas envie de faire toute la chanson. Et ouais, ça deviendra un morceau iconique dans cet album. En attendant, on va en écouter un autre de morceau de cet album, Cette taille, de Kevin Collin et les Crazy Antonin, Nier du nez sans se blesser. Vous savez le titre, vous savez à peu près à quoi va ressembler le morceau. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio pour nous parler de cet album. Merci pour l'invitation. Merci. Avoir l'air d'un pas de bruit, assurance l'autorité, pour faire une expérience, faire une démonstration, ainsi que des techniques afin de faire nasal, avoir l'air de volcan, tout simplement par vice, on termine la clim, surprendre sa grande sœur, mais ceci pour gagner le bleu de nos challenges, 3 personnes réduisent à leur tour. Nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, épargner le saignement du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, épargner le saignement du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, épargner le saignement du nez. Afin d'atteindre le fantasme inavoué de voir son propre sang par le vieux microscope et pouvoir à mon tour, pouvoir à mon tour, et pouvoir à mon tour, et pouvoir à mon tour, et pouvoir à mon tour. Nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, épargner le saignement du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, nier du nez sans se blesser, épargner le saignement du nez. En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Deuxième invité de ce soir, Alice Bénard, que l'on a déjà rencontrée dans cette émission il y a déjà 5 ans, à l'époque où elle officiait au sein d'un trio qui s'appelait au Creux de là. Et là, Alice Bénard, vous venez nous présenter votre nouveau projet. Il s'appelle comment d'ailleurs ce projet? Bénard Trio Ouais, Alice Bénard à 3, et le nom du set c'est Va.
Ah ouais. Voilà. Puisqu'il y a déjà un set que personnellement j'ai vu il n'y a pas très longtemps à l'itinéraire bis. On pourra le voir la semaine prochaine, vendredi prochain à la Candela. Ce projet, ça fait combien de temps qu'il mûrit ? Alors, on s'est réunis en fin 2019. Ah ouais. Voilà. Ouais, super timing. Ouais, c'était vraiment le bon truc. J'ai du nez là. Là. Au moins, vous avez eu le temps de le préparer. Ouais, c'est ça. Même en Zoom, ça marche. Ouais, on n'a pas trop expérimenté Zoom. Mais voilà, ouais, on s'est retrouvés en fin 2019. Au début, on a travaillé donc avec Quentin Daniel, guitariste, et on travaille avec une violoncelliste, et puis on a Aina Tullier qui fait du nickel harpa, intégré le projet en août, voilà, et après on passera un petit moment à parler de cet instrument, cet instrument bizarre qui donne aussi le charme un peu de votre musique. Le projet de départ, c'était de continuer sur ce que vous faisiez avec Au Creux de là, c'est-à-dire développer une chanson très mélancolique, très poétique, avec des textes, j'allais dire épurés. Il y a des fois, on pense à des formes poétiques japonaises, style haïku, ou des choses comme ça, avec une écriture très minimale, peu de mots pour exprimer des sentiments. C'était la continuation de ce projet-là ? Oui, d'une part, c'était l'envie de dérouler une histoire qui s'arrêtait un peu tôt, que j'ai arrêté à un moment, et du coup de tirer ce fil, donc avec des chansons qui existaient, et à la fois de les remanier et de s'en faire, d'en faire quelque chose de nouveau avec les nouvelles personnes qui jouent avec moi. Et puis progressivement, petit à petit, de raconter aussi des nouvelles choses. Il y a des nouveaux morceaux. Donc on retrouve toujours un univers. Après, il y a quelques années qui se sont écoulées. Donc voilà, le projet, je pense, en termes de couleurs, change un peu. Peut-être que ce côté mélancolique là dont vous parlez est un peu moins présent, j'ai l'impression. Mais voilà. C'est vrai que pour le moment, il y a ce répertoire que vous jouez, où vous nous amenez dans une exploration des différentes saisons de l'année, et avec des chansons qui représentent un peu ces différentes saisons. Il y a aussi 2 morceaux qui sont sortis sur YouTube, et par exemple Automne reste très mélancolique. Faut dire que peut-être la saison aussi s'y prête, mais un morceau qui est très mélancolique, et dans le traitement même des images, puisque il est accompagné d'un clip très bien fait, très sophistiqué, très travaillé, avec une harmonie dans les couleurs qui sont assez fortes. J'ai rarement vu un travail vidéo où il y a un travail sur la couleur et sur l'enchaînement des couleurs pendant le petit clip de 3 minutes qui illustre ce morceau, L'Automne, que vous avez publié il y a un mois et demi à peu près, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'était pour Noël. C'est vrai que c'est un morceau qui reste très nostalgique. Mais c'est peut-être que le seul. Ouais, après c'est beaucoup une histoire de perception, je pense. Enfin, moi en tout cas, ce morceau comme je l'ai écrit, c'est pas... pour moi, il est pas mélancolique. C'était l'exercice de capter en peu de choses, si possible, qu'est-ce que m'évoque cette saison. Et donc c'est parti d'une image, et pour moi c'est pas mélancolique, en plus je crois que c'est ma saison peut-être préférée, l'automne. Donc voilà, après je constate mes collègues sont pas là pour en témoigner, mais bon, en fait j'ai beaucoup de mal à écrire des chansons en majeur. Voilà, donc il y a peut-être ce côté-là aussi, notre oreille. Le côté mineur, c'est toujours très. J'y travaille, j'essaie de soigner ça, mais donc voilà, peut-être ce truc-là. Bon, voilà. J'en suis là. Personnellement, vous venez d'où, de quel secteur de la musique ? Dans le traitement de la voix, on sent aussi du chant lyrique. C'est une formation que vous avez, ou c'est arrivé, c'est simplement le grain de votre voix qui fait qu'on peut penser aussi à du chant lyrique lorsqu'on vous écoute chanter ? Alors c'est la première fois qu'on me dit ça. Non, alors pour le coup, j'ai pas de formation lyrique. Enfin, j'ai pris quelques cours à des moments avec une chanteuse qui faisait du lyrique, mais non. Moi, je dirais que je viens plutôt du jazz, parce que alors pour le coup, c'est pas forcément énormément présent dans le set, pas assez pour moi, mais encore. Mais voilà, j'ai vraiment du plaisir à improviser avec la voix.
Non, après, je crois que c'est peut-être mon timbre qui fait penser à ça, parce que j'ai une voix assez aiguë. Voilà, qui part très vite dans les aigus, oui. C'est un endroit où je me sens, où j'aime bien aller, où je me sens confortable, mais voilà, donc peut-être que c'est ça. Vous parliez du jazz, c'est vrai qu'à une époque, on a pu vous écouter avec un groupe de filles qui s'appelait XXL. Si je me souviens bien, il y avait une rythmique plus un piano, trois cuivres et 3 voix. Oui, c'est ça. Où on vous entendait énormément improviser sur cette set-là. C'est vrai que là c'était une formation qui venait du jazz et qui était jazz. Ouais, là on était vraiment... on s'était rencontrés toutes, c'était une bande de copines, on s'était rencontrés à l'université du Mirail pendant notre licence de jazz. Et oui, avec des influences aussi de différents univers, mais oui, on jouait plutôt sur la scène jazz. On était plutôt reconnus dans ce style-là, quoi. Voilà, un groupe qui a fait quelques concerts à Toulouse et qui depuis 3-4 ans est en panne sèche, faute sans doute de retrouvailles, faute sans doute de possibilités pour jouer ensemble, parce que c'est vrai que vous êtes toutes les 9 parties et vous vous êtes éparpillées façon puzzle, comme on dit dans les films d'Audiard. Ouais, c'est des histoires, c'est des chemins, quoi. Donc effectivement, on est 10 personnes qui composaient ce groupe. Et il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a plusieurs membres qui sont partis continuer leur chemin musical ailleurs, dans différentes villes. Voilà. Donc il y a un peu cette contrainte logistique géographique. Et puis après, c'est aussi c'est la réalité qui fait que c'est difficile de vendre un groupe de 10 personnes dans le contexte musical et économique du secteur. Voilà, après on serait ravis. On a eu l'opportunité qui a été un peu contrainte avec le Covid de se retrouver pour une création. On pense toujours avec ce projet avec beaucoup d'émotions, et on est toujours copines, on se tient toujours au courant, donc on serait ravis de pouvoir partante pour un nouveau one shot sur ce projet-là. Pour revenir au projet donc de Alice Bénard à 3, vos 2 autres compagnons de jeu. Oui, Quentin Daniel et Aïna Tullier qui n'ont pas pu venir ce soir. Donc Quentin Daniel, moi je l'ai vu jouer dans un autre groupe, mais dans Watusi peut-être. Ah ben voilà, c'est ça, Watusi. Ouais, d'accord. C'était le guitariste de Watusi. Il a aussi joué avec Ika à ses débuts. Voilà, il a joué dans différentes formations. Et donc lui, il est plutôt guitare ukulélé. Ouais, il fait de plus en plus de choses. Il fait de la guitare, il fait de la basse, il fait du ukulélé. Il a aussi la casquette d'arrangeur. Il travaille beaucoup les arrangements des morceaux. Et je l'ai fait chanter. Voilà. Donc il chante aussi dans le projet. Voilà. Et puis Aïna Tullier, donc nickel harpiste, qui joue aussi du bodhran, qui fait aussi, alors pas dans le projet, mais qui joue bodhran, aussi une percussion irlandaise. Tout à fait, voilà, percussion irlandaise avec une peau et qui se joue avec une baguette et la main derrière la peau. Et qui fait aussi du violon, de la cornemuse, tout un tas d'instruments. Et donc, 2 mots sur cet instrument étrange qui fait penser à de la vielle, sauf que celle-là, elle n'est pas à roue, mais elle est à archet. Ouais. Donc, d'origine nordique. Oui, c'est ça, scandinave, exactement. Oui, c'est un instrument, elle en parlerait mieux que moi, mais donc il y a 4 cordes. Et en fait chaque corde a 4 cordes sympathiques, ce qui fait que il y a une énorme résonance en fait à chaque fois qu'elle joue une corde. Voilà, il y en a d'autres qui résonnent, donc c'est un instrument extrêmement riche en harmonique. Et ça se joue avec un clavier à touches qui viennent appuyer à certains endroits de la corde, et puis effectivement un archet. Et donc c'est un instrument. Moi, le timbre me fait penser un petit peu à la viole de gambe.
Donc c'est un instrument magnifique, très compliqué à sonoriser, qui nous casse un peu la tête pour sonoriser, mais qui a pas son pareil, quoi. Qui donne le côté très étrange aussi et très particulier de votre répertoire. C'est vrai qu'un instrument comme ça, effectivement, remplit l'espace pour le coup. Et je me disais que pour les autres instruments, pour exister, ça doit pas être simple. Oui, c'est pas évident, mais en fait, c'est aussi très riche. En fait, c'est ce que j'aime dans ce projet, c'est l'envie de faire ces chansons et en fait, de se diriger vers des personnes qui ont une sensibilité, un instrument, une particularité, et en fait qui font aussi, du coup, qui font la musique que c'est. C'est-à-dire qu'au début, j'avais fait un essai avec violoncelle, j'avais ce son-là en tête parce que j'avais commencé avec Sarah Valero au violoncelle. Et on s'est retrouvés un petit peu dans l'écueil d'ailleurs au début d'essayer de faire des parties de violoncelle, qui étaient à la base pensées violoncelle, au nickel harpa. Et donc petit à petit là, en travaillant, on arrange aussi les morceaux en redonnant à cet instrument qui a effectivement une certaine place, une certaine couleur, peut-être la place qu'elle doit prendre et en fait c'est ça qui fait aussi la musique. Du coup il y a toute cette part aussi qui est pas forcément maîtrisée, mais cet instrument donc c'était pas forcément l'idée, je n'avais pas connaissance de cet instrument. J'ai rencontré Aina en cherchant quelqu'un pour remplacer la violoncelliste, pour assurer une partie à la base que j'imaginais plus de basse, et au final c'est pas forcément elle qui va jouer peut-être ce rôle-là à force, mais j'ai entendu, elle a joué quelques notes de l'instrument, j'ai les poils qui se sont dressés et c'était parti. Côté texte, vous allez chercher l'inspiration où? Ça parle beaucoup de nature, ça parle d'impression personnelle, ça parle c'est une chanson très impressionniste pour le coup. Oui, alors je sais pas trop ce que ça effectivement, veut dire. c'est d'abord des impressions qui sont mises en avant et pas des histoires, par exemple. Oui, alors je me rends compte que c'est pas mal les émotions effectivement qui me procurent, qui amènent une chanson. C'est souvent une façon pour moi d'exprimer une émotion qui arrive, donc elle peut être liée à des gens. Une histoire d'amour ou une rencontre comme Le Roi du Silence, c'est une histoire qui est arrivée en fait, mais c'est parti d'une émotion, d'une situation où j'étais pas forcément à l'aise, et puis il y a eu un échange de regards, et en fait de ce moment, de cette sensation, de ces émotions qui sont sorties, il y a eu cette chanson qui me permet en fait, plus en plus je me rends compte que la chanson me permet de me raccrocher un peu au monde réel, quoi. C'est ma façon d'exprimer des choses qui sont assez fortes, les émotions, et beaucoup la nature, parce qu'en fait la nature me procure la nature qui n'existe pas, on va dire le dehors, le vivant, me procure des émotions très fortes, donc j'en parle souvent. Des émotions très fortes au point de militer, pour le coup, pour la préservation de la nature. Si je me souviens bien, j'ai dû vous voir passer dans un reportage où vous parliez de sauvegarde des océans. Oui, alors au point de militer, au point d'arrêter la musique pour reprendre des études, pour envisager d'en faire un travail. Entre autres, oui. J'ai eu l'occasion j'ai travaillé dans une association de protection de l'océan qui s'appelle les Sea Cleaners. The Sea Cleaners, qui est toujours active, pour laquelle j'ai contribué à monter le pôle pédagogique. Je faisais de la sensibilisation. Et sur cette question de préservation de l'océan. C'est des choses aussi qui peuvent être source de textes, ce côté aussi à un moment donné être impliqué dans des mouvements de sauvegarde d'un élément naturel. C'est-à-dire de faire de la chanson. Ouais. Eh ben, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que il y a un peu en ce moment des questions qui se font assez fortes, parce que ça a été des choix. Du coup là, un peu douloureux aussi de dire est-ce que je fais ça, est-ce que je fais de la musique, est-ce que j'y vais à fond, et de comment je peux faire des liens en fait. Et je les vois pas forcément de façon très évidente, mais récemment j'ai pensé à ça, peut-être
de la musique pour des documentaires, où là je vais avoir la chance alors je veux pas trop spoiler, mais de faire des voix off pour un petit film d'animation d'une association de protection de l'environnement, voilà, pour la lutte contre la pollution lumineuse. Et en fait, ça me ravit si je peux arriver à mettre ma voix, ma sensibilité artistique au service de la préservation de l'environnement et des problématiques environnementales, ce serait génial. Pour revenir un peu au texte, quand je disais un début d'entretien qu'il y avait des côtés qui rappelaient un peu certains aspects de la poésie japonaise, c'est des choses que vous pouvez accepter ou pas du tout? Ah oui, tout à fait. Alors, vraiment sans prétention, parce que je connais très peu. Alors, j'ai une admiration, mais assez, néophyte ou très, idéaliste, ou je sais pas comment je pourrais dire, de la culture japonaise. Donc, je sais que c'est une culture, la culture du haïku qui est très codée, voilà. Et en fait, je n'ai pas du tout fait de recherche là-dessus. J'ai juste capté, de ce que j'ai capté moi, c'est ce qui me plaît en tout cas de ce que j'ai retenu de ça, c'est comment en peu de choses on peut... le côté minimaliste. C'est ça, la culture d'aller à l'essentiel, et ça me plaît. Ça me plaît globalement dans ce que moi je reçois de cette culture dont je ne connais absolument rien. Donc sans prétention sur le fait que ce soit peut-être un haïku. Donc, je le disais tout à l'heure, pour le moment, à part vos concerts que vous commencez à donner avec ce nouveau trio, il y a peu de choses sur lesquelles on puisse se raccrocher pour vous écouter. Il y a actuellement deux clips. Il y a des enregistrements qui sont prévus pour Alice Bénard 3. Alors oui. Oui, c'est en cours. On a envie de développer le trio. Après, c'est vrai que on est dans le contexte qu'on connaît, et je peux pas vraiment dire la forme que ça va prendre. On a pas mal de débats sur un peu. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que la musique se regarde maintenant plus qu'elle s'écoute, donc comment on aborde les choses quand on est un groupe qui démarre, donc il y a des enregistrements prévus, il y a un clip qui arrive, un nouveau un peu dans la continuité du dernier qui est sorti, et il y aura des choses enregistrées avec des vidéos, et on réfléchit encore à comment, et ça pourrait s'enregistrer vers le printemps, début d'été. Ouais, ce serait l'idée, c'est qu'il y ait des choses qui s'égrènent là régulièrement cet été, cet automne, Ouais. D'ici là, on a deux occasions de vous voir à Toulouse. Donc d'abord, vendredi prochain, ça se passera à la Candela, un bar associatif du côté de la grande rue Saint-Nicolas, derrière l'hôpital Dieu. Et puis au mois de mai, au Bijou, c'est ça ? Oui, c'est ça, le 6 mai. Le 6 mai au Bijou, c'est les deux prochaines dates à Toulouse pour vous. Et puis là, on va écouter un morceau donc qui est paru, qui est sorti sur YouTube et que l'on peut retrouver donc sur le net. Et c'est vrai que dans cette émission, on passe de plus en plus de morceaux qu'on va chercher sur YouTube. Comme quoi, effectivement, le clip est en train de dépasser, au moins pour les jeunes artistes qui arrivent, le clip est en train de dépasser l'enregistrement en studio. Ouais, alors je sais pas dans quelle mesure ça dépasse, ou que c'est vraiment... ça va avec. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est une forme de diversité qui s'ouvre, parce qu'on continue à enregistrer des albums, on continue à publier des choses, mais aujourd'hui, juste essayer de vendre un projet avec juste de la musique enregistrée, c'est beaucoup plus limitant dans ce que je constate moi, que d'avoir des images animées avec, quoi. Donc bon. Voilà, on écoute tout de suite donc Alice Bénard 3, le morceau c'est Automne, et donc on peut aller l'écouter et le voir sur YouTube, et c'est tout de suite dans Caramel Mou. Merci Alice d'être passée dans cette émission.
et bien coloré. Les arbres de la vallée, c'est la fin de l'été. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Ça va mieux ? Oh ben ça va. C'est remis, c'est reparti. 10 jours au placard et puis après c'est bon. Au placard. Ah ben c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça. Ça va, j'y suis passé, c'est pas terrible. Ben ouais, mais c'est au placard aussi. Vous aviez un canapé dans votre placard, c'est la différence, elle est là. Ouais. Vous savez que plus notre histoire avance, et Dieu sait si ça fait des années que ça dure, mais plus j'ai l'impression que mon temps de parole se réduit. Oh non, vous grignotez comme ça. Il y a eu des moments, il y a encore un quart d'heure. Vous voulez du mal, vous voulez me faire souffrir. Oh ben c'est ça, oui, tout à fait. Il y a des gens, c'est inconscient, ils veulent faire souffrir les autres, mais en fait, ils n'en sont pas conscients. Alors que j'avais l'intention de vous faire un compliment élogieux. Non, ça suffit les compliments. On parle ce soir d'Extrême Cinéma. Je viens de jeter un petit coup d'œil sur le programme et au bonheur incommensurable, mon film favori est programmé dans cet Extrême Cinéma. Cette 23e édition. Ebola Syndrome. Ah non. Non, je me suis trompé, c'est lequel ? Les Guerriers de la Nuit. Ah oui, qui sera présenté Walter d'ailleurs, Hill. qui sera présenté par une de vos connaissances, Eh Laurent ben Albé, oui, voilà, qui est un ancien chroniqueur de Caramel Mou. De Caramel Mou. Et qui vient d'écrire un bouquin consacré à Walter Hill, donc le réalisateur de ce film Les Guerriers de la Nuit, qui, si je me souviens bien, avait commis un autre film très rock'n'rollesque qui s'appelait Street of Fire. Oui, Les Rues de Feu, ouais. Voilà. Alors à noter que alors là pour le coup, Les Guerriers de la Nuit, The Warriors. Vous savez que c'est la mode des director's cut, le montage du réalisateur, etc. Je déteste ça, j'ai horreur de ça. Donc en fait, Walter Hill a remonté son film, mais alors d'une manière très très curieuse. Vous savez que c'est quand même un film qui est d'une violence un peu rêche comme ça. Ouais, enfin, violent à l'époque. Violent à l'époque, mais ça tient toujours la route. Ça tient toujours la route. Et en fait, si vous voulez, entre son remontage, en fait, entre les séquences, il en a fait des comment vous dire, comme des pages de comic book. Oui, avec cette histoire de bataille pendant une des guerres opposant les Perses aux Grecs et c'est les Perses d'Échille. Voilà, c'est ce remontage et tout. Là, vous allez pouvoir voir le montage initial. D'accord. Que normalement, on n'a pas le droit de montrer. Et je me souviens quand même que ce film-là, donc, il sera quand même projeté, on va le dire, le dimanche 20 février à 14h à la Cinémathèque dans le cadre de cette 23e édition d'Extrême Cinéma. Lorsqu'il est sorti en France dans les début des années 80, il avait été interdit au moins de 18 ans et pas pour des scènes de violence. C'était simplement le discours d'un des chefs des gangs new-yorkais qui avait monté ce grand meeting dans Central Park et qui disait on est plus nombreux que les flics, alors si on se réunit, on va leur foutre sur la gueule. Et c'est ça qui avait fait l'interdiction du film, pas la violence. Il faudrait que je consacre une émission entière à la censure. C'était le bon temps de la censure en France. Vous savez que Zombie de Romero a été interdit pour incitation à pillage de supermarché. Quand on voit maintenant ce qui passe en série sur Netflix, on peut effectivement avoir des excès de rigolade juste après. Donc, Extrême Cinéma, 23e du nom, de quoi que ça cause. Alors, 24e en fait. 24e. Il y a une édition fantôme qu'on n'a pas fait. Ouais, celle-là, on la compte pas. Donc. Voilà, donc on la compte pas. On se demandait si on appelait ça 24, 23, on ne sait plus trop, finalement. Écoutez, je pense que c'est du coup, en 24 ans d'existence, c'est peut-être le plus
cossu qu'on ait fait au niveau programmation. Il y a un petit peu de tout. Je sais pas par quoi commencer. Je vais appuyer moi sur un truc là parce qu'on y a travaillé quand même pendant 2 ans et demi dessus. Donc avec la venue d'un cinéaste qui s'appelle Buddy Giovinazzo. Voilà, cinéaste américain qui vit aujourd'hui à Berlin, qui travaille donc à Berlin et qui nous fait l'honneur de venir à Extrême Cinéma. Alors c'est quelqu'un qui a une carrière excessivement étrange et c'est pour ça moi ça me titille, ça m'excite assez ces réalisateurs qui suivent pas le chemin tout tracé qu'on veut bien leur mettre d'ailleurs devant le nez, puisque c'est quelqu'un qui a commencé dans le petit budget. Il a commencé très 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 jeune. Il avait je crois 25 ou 26 ans quand il a réalisé son premier long métrage, qui est donc ce fameux Combat Choc, donc tourné en 16 mm complètement à l'arrache donc à Staten Island, qui est une espèce d'improbable croisement entre Taxi Driver et Eraserhead de David Lynch. Voilà, c'est les deux pôles c'est les deux pôles influents, si on peut dire, vis-à-vis de ce film. Ça résume pas tout à fait très bien de ce qu'est réellement le film. C'est un pur cauchemar américain. Ce que j'adore en fait, parce qu'on va passer 3 films de Giovinazzo, on a intitulé ça 3 cauchemars américains. C'est l'Amérique en fait comme vous l'avez jamais vu. Et ça commence avec ce Combat Choc. Je vous garantis que ça a été tourné dans des quartiers. Je me demande où est-ce qu'il a tourné ça. C'est une véritable zone de guerre. C'est-à-dire que c'est plus les États-Unis, c'est un quart-monde. Un quart-monde dans lequel évoluent des espèces de dealers dégueux, de mecs complètement en perdition. Bon, bref, tout le monde, bien sûr, n'a pas d'argent, vit de petits larcins, etc., etc. Et c'est cette descente aux enfers là du personnage principal. Et ça va être un peu comment dire, ça va donner un peu le ton des 2 autres films qui sont No Way Home et le dernier que j'adore, qui a été réalisé en 2004, je pense, qui s'appelle Life is Hot in Cracktown. Ça résume, tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'en fait, Giovinazzo, c'est des instantanés, si vous voulez, de l'Amérique à l'instant T. Voilà. Et quelque part, on pourrait dire que c'est des films sociaux, notamment pour No Way Home. Alors No Way Home qui est beaucoup plus cossu que Combat Choc, parce que No Way Home à l'époque était un film indépendant qui a eu son succès. Il y a Tim Roth dans le film, il y a Deborah Kara-Unger, c'est pas rien au niveau des acteurs, et ce No Way Home a été fait 10 ans après Combat Choc, donc on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 10 ans dans la vie de ce metteur en scène. Moi ça m'intéresse. Il y a eu ce film là, on se dit là ça va décoller, etc. Et puis il y a ce projet Life is Hot in Cracktown qui est adapté d'un de ses bouquins et qui est là, encore une fois, comme je l'ai dit, qui est un instantané. Alors Life is Hot, c'est ce qu'on appelle un film choral avec plusieurs personnages comme ça qu'on va suivre. Ça se passe dans un quartier, voilà, de New York, et c'est comment vous dire, c'est les ravages du crack. Et cette espèce de comment dire, d'engrenage social, pauvreté, larcin, crack, violence, etc. Qui se met en route. Par contre, ce qui est intéressant chez ce réalisateur, c'est-à-dire qu'il va pas prendre de gants. C'est-à-dire, on n'est pas là, on est dans des quartiers complètement ripoux, la vie est excessivement violente, donc les films vont être excessivement violents. C'est-à-dire, on n'est pas là pour caresser un peu le spectateur dans le sens du poil, lui dire « Mais non, mon gars, mais finalement, tout ça, c'est pas si grave et tout va bien et on va tous en sortir. » Non, c'est véritablement nos futurs, en fait. Il y a quelque chose de très punk chez ce garçon qui, moi, me plaît énormément. Life is Hot in Cracktown, en fait, a eu une carrière absolument catastrophique. C'est-à-dire que le film aux États-Unis, alors j'ai retrouvé les critiques, on a dit du film que c'était du social porn. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et je trouve ça très marrant parce que finalement, quand on voit le film, résumer le film à cette phrase, si on peut dire, enfin c'est une bêtise. Peut-être le côté pornographique, c'était de montrer la pauvreté, la déchéance de ces gens-là. Mais c'est exactement ça. Hein. Vous savez que le ciné indé aux USA, en fait, est calibré, on va dire, sur le festival de Sundance. Donc c'est lui qui donne le là, on va dire, en matière de sujets, en matière d'esthétique, etc. Et de plus en plus, on a des cinéastes qui ne prennent strictement plus aucun risque.
C'est-à-dire, en fait, ils sont soit très au-dessus de leur sujet, qui regardent un petit peu comme ça de loin, soit ils cochent les cases. Voilà, ce que j'appelle cocher les cases aujourd'hui. Voilà, le chômage c'est pas bien, la guerre c'est pas bien, la violence c'est pas bien. Enfin voilà quoi, ce genre de choses. Et avec Giovinazzo, ça marche pas comme ça. Moi, je suis assez fier de Life is Hot in Cracktown puisque je pense que le film n'a jamais été projeté en Europe. J'ai pas trop cherché. Ce sera la première fois que le film sera projeté. On le fait venir, il va présenter les 3 films. Il y aura une rencontre dont je vais m'occuper, ce qu'on appelle masterclass dans les milieux mondains. Nous, on appelle ça rencontre. Voilà, c'est plus simple. Donc voilà, ça, on est très fiers. Voilà, de ce truc-là. Après, je sais pas si je peux parler d'autre chose pour Extrême Cinéma. Après, ça fonctionne comme d'habitude. Ouais. C'est tout et n'importe quoi. Voilà, en gros, c'est bien. Ouais. Et puis, si on veut savoir plus... Moi, je suis très content d'avoir fait. Il y a une sélection, allez, je vais parler un petit truc, allez, en plus, puisque je sais que vous aimez déborder. Vous l'avez remarqué aussi. Ouais, je vais parler d'une section de films japonais. On a fait un truc avec un partenariat avec la Fondation du Japon. Et on va avoir, il y a 11 films, mais répartis en 7 séances. En fait, d'une vague qui a existé au Japon dès les années 80-90, et ça a perduré bien pendant une dizaine d'années, jusqu'au début presque des années 2000. C'est-à-dire c'était des jeunes, voire des très jeunes, parce qu'il y a certains films là qu'on pourra voir dans cette section, des longs métrages réalisés par des gens qui ont 18 ans. Il y a eu ce mouvement en fait de jeunes cinéastes, alors qui étaient esthétiquement très différents, qui ont décidé en fait de faire leur propre film, puisque à cette époque-là, cette dizaine d'années, ils ont trouvé que le cinéma japonais ne répondait plus du tout à leurs attentes. C'est-à-dire, c'était en gros, ils trouvaient que c'était ce qu'on voyait sur les écrans, c'était des films de vieux. Et donc les vieux, il fallait les virer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas d'argent. Éternelle tragédie humaine. Ils ont filmé en Super 8. Ah ouais. Ils ont filmé, ouais. Et alors ça, je sais pas pourquoi non plus. Alors ça, c'est très étrange puisque il y avait les caméscopes et tout qui existaient, et c'était plus simple, etc. Mais ils se sont quand même pris le chou à prendre leur caméra Super 8. Et vous savez que c'est du cinéma, donc il faut éclairer quand même, etc. Donc ça demande un petit peu de métier. Et écoutez, ils sont partis à l'aventure, donc dans les rues de Tokyo et d'autres villes. Donc c'est alors quelquefois c'est des films où il y a absolument pas du tout de scénario. C'est presque des happenings poético-punk en pleine rue de Tokyo. Il y a une certaine rage là aussi dans ces films-là. Certains des cinéastes dont on va présenter les films sont devenus célèbres, notamment Shinya Tsukamoto, qui a fini par réaliser Tetsuo, etc. Très prisé des amateurs du genre. Mais là, voilà, donc il avait 18 ans, donc il a pris une caméra Super 8, il a fait un film. C'est ce que c'est. Alors, est-ce que ces films-là sont bons ou pas? Moi, finalement, ça m'importe peu. L'important, c'est de les montrer et de dire qu'à une époque, il y avait cette rage qu'il pouvait y avoir, cette rage qui aujourd'hui a complètement disparu, à mon avis. Donc, si on peut susciter des vocations avec quelques films punk japonais, j'en serais ravi. Et le festival se clôturera, donc vous savez qu'il y a une nuit normalement. Ouais. Mais comme je suis vieux, et comme il y a le Covid, on a décidé de faire une demi-nuit. Voilà, qu'on a appelé la demi-nuit des masques. Voilà. Je sais pas si c'est rigolo, mais moi ça me fait marrer. Et on terminera par un film absolument abominable. La demi-nuit s'arrête à minuit, bien entendu. Ouais, vers 1h ou 2h du mat, ça dépend si je suis long pour les présentations ou pas. Et on va terminer par un film abominable qui s'appelle Ebola Syndrome. Oh la vache, oui. Qui porte bien son titre. Donc là, c'est interdit à moins de 18 ans, il faut bien le préciser. C'est une espèce de catalogue d'à peu près toutes les déviances qu'on pourrait trouver dans d'autres films déviants. Tout ça est réuni en un seul film, ce qui est bien pratique. Ouais. En fait, moi, c'est un film que j'adore. On n'a pas besoin de s'infliger les autres. Si, moi, personnellement, j'adore ça. Mais c'est juste alors, on pourrait se dire, oui, c'est affreux, parce qu'évidemment, on va y voir des enfants tués, etc. Là, il y a d'autres choses que je vais pas dire à l'antenne et tout. Ouais. Mais en fait, c'est une vision, je trouve, c'est une vision du monde tellement grotesque
si vous voulez, parce que c'est ça en fait, c'est cette vision grotesque que ça en devient drôle, et finalement de se dire que tout ça, que la vie, que Extrême Cinéma, que le métro que je vais reprendre, etc., que tout est une farce et que tout ne sert à rien. Et ça, c'est absolument fantastique. Donc moi, c'est un Extrême Cinéma dont je suis très fier. Voilà, donc Extrême Cinéma, 23e édition ou 24e, vous l'avez compris, ils ne savent plus où ils en sont. 18-26 février, si vous voulez avoir plus de renseignements sur la programmation, il y a un site www.lacinémathèque de Toulouse, toutattaché.com, et vous aurez la programmation de cette nouvelle édition d'Extrême Cinéma. Professeur Thibault, à la semaine prochaine, ou vous serez pris dans des présentations cinéphiliques? Non, je crois que la semaine prochaine, je suis là. Très bien, donc on reparlera d'Extrême Cinéma à la semaine prochaine. Et La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Allez, c'est presque terminé. On va se quitter avec les concerts de la soirée. Malgré le Covid, malgré les jauges un peu minimales, malgré l'interdiction de concerts debout, il y a encore des choses qui se passent en ville pendant le week-end. Et par exemple, du 17 au 24 mars prochain aura lieu la 30e édition du Festival de guitare d'Aucamville. Mais le Festival d'Aucamville commence son tour de chauffe avec un premier concert qui est annoncé ce soir à Font-Beaux-Arts, à la salle des fêtes à 20h30. Sur scène, on retrouvera Tiwiza, de la fusion entre musique berbère et rock plutôt exubérant, musique qui fait penser largement à Gnawadi Fusion. Ce soir donc, salle des fêtes de Font-Beaux-Arts à 20h30, concert gratuit au Beers House, un bar 10 rue du pont Montaudran, derrière la Halle aux Grains, pas très loin du pont Saint-Étienne. Nouvelle flip-flop party, ces soirées organisées par le batteur Tim Alcorn, et ce soir le groupe qui sera réuni autour de ce batteur jouera des compositions du génialissime groupe de funk américain Vulfpeck. Début du concert à 21h. Théâtre d'impro ce soir à l'Astronef à 20h30 avec le spectacle Génération au pluriel. Au Taquin à 21h, solo de marimba avec le batteur et percussionniste Loïc Schild. Et puis demain soir, toujours au Taquin, musique brésilienne avec le duo André de Silva, guitariste sur une guitare à 7 cordes, et Caio Marcio Santos, guitare à 6 cordes lui. À la Candela ce soir, Cuenco, un duo guitare-voix, accordéon-percu autour d'un répertoire de chansons sud-américaines. Suite et fin ce week-end de la 21e édition du festival Détour de Chant, le concert de Delgrès, ce groupe de la Guadeloupe, étant annulé aux connexions live pour cause d'interdiction de concerts debout. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore 3 concerts à voir ce soir dans le cadre de Détour de Chant. Jeanne Rochette au Chapeau Rouge à Saint-Cyprien à 21h, Luciole à la salle des fêtes de Launaguet à 21h également, et puis Jérôme Pinel, un des deux de Strange Enquête, Jérôme Pinel qui depuis 3 ans monte des spectacles en solo et qui lui sera au Bijou à partir de 21h30. Et puis demain, le festival Détour de Chant s'achèvera avec Corentin Grelier à la médiathèque Saint-Cyprien à 15h, Camille Bénâtre au pavillon blanc à Colomiers à 16h, et puis Sages comme des sauvages au théâtre des Mazades à 20h30. Ça sera le dernier concert de ce Détour de Chant de cette année. La CAF Poésie de son côté donne carte blanche aux élèves du conservatoire pour une nouvelle soirée cabaret ce soir et demain soir à 21h. Ce soir au hangar, dans le cadre d'un pavé dans le jazz, programmation montée par notre bon Jean-Pierre Lérac, rencontre entre l'accordéoniste Émilie Scrigelli et puis le clarinettiste Xavier Charles pour des expérimentations sonores assez surprenantes. Et puis dimanche après-midi au Taquin à 16h30 pour finir comme il faut le week-end, nouvelle session des Freddy Taquine, concert organisé par le collectif Freddy Moraison au Taquin tous les premiers dimanches du mois, avec cette fois-ci
Lee Gig Quartet réunissant Sébastien Siroto à la trompette, Florent Nastor au sax, Arnaud Courcel à l'accordéon et Laurent Guiton au tuba. Concert qui sera précédé d'une nouvelle prestation du duo Boucan. Duo Boucan qui viennent de sortir un deuxième album, Colère Mammouth. Duo Boucan que l'on écoute tout de suite. Contact. L'espace qu'on nous laisse entre le rive et l'Iban, le code promo et le code barre. Con de code barre, 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 con de code barre. Con de code barre, 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 con de code barre. Hey, ici Paul de La Technique. Nous avons un petit souci. Je rallume le CD et on relance de suite. Voilà, Caramel Mousse est quasi terminé, juste le temps de vous dire au revoir, vous dire que notre bon professeur Thibaut qui vient juste de s'échapper parce que le dernier métro va bientôt partir, vous pouvez le retrouver tous les lundis à 17h30 pour une émission très cinéphilique qui s'appelle Perforation, et puis vous pouvez également retrouver le technicien de ces Caramel Mousse hebdomadaires, Paul Benaïm, le mardi soir à 21h dans l'émission, allez tiens, j'ai perdu son nom. La Brèche. Et la Brèche de mardi, Paul, elle parle de quoi ? Elle parle de... Je vais pas trop en parler, je vais vous dire le titre. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui, pas trop. oui. Eh ben si. Le titre, c'est Music for Hats and Donkey. Oui. Folk, country, rock and shabby cowboy music. Ce qui veut dire de la musique pour les chapeaux et les ânes et de la musique de cowboy miteux. Donc il sera question d'Americana, c'est ça ? Ça va être folk, beaucoup d'américains, ouais. Folk, un peu de rock et un petit peu de country bien ringarde. Parfait. Comme on l'aime, bien huileuse et bien grasse. Ouais. Donc ça, c'est dans la Brèche, mardi à 21h. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube également. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook à l'adresse Caramel Mou Campus FM. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel. 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 Caramel Mousse, c'est terminé, mais on a eu un problème, vous venez de l'entendre avec le dernier morceau, Boucan. Il reste encore 3 minutes, donc on va écouter Boucan pour se quitter. Et juste après, vous allez retrouver le Little by Little Incredible Show. Little by Little est déjà arrivé. Et là, vous pouvez commencer à vous dire qu'il est assez énervé et ça va aller mal. Allez, à la semaine prochaine. L'espace qu'on nous laisse entre le rive et l'Iban, le code promo et le code barre. Contact. Il est étroit l'espace qu'on nous laisse entre le devoir, le désir, le néant et l'être.
Contact entre la guerre et l'ennui, l'effet du zeste, l'impulsion et l'impact. Il était 3, 2, 1, contact. Il était 3, 2, 1, contact. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse, entre la racine et la fleur, la naissance et la mort. Contact. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse, entre la sève et l'arbre, le violon, le tzigane. Il était 3, 2, 1, contact. Il était 3, 2, 1, contact. Contact. 3, 2, 1, contact. Contact. 3, 2, 1. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse, entre la bouche et le masque, la prismale et femelle. Il était 3 l'espace qu'on nous laisse, entre le flashball et la gueule, et danser et le feu.